Je suis pas quelqu'un de raisonnable. Je fais pas mes choix en fonction de l'étude d'un marché. Sinon, j'aurais continué Sciences Po. Salut à tous, je suis Yurigon et nous repartons ensemble en 2014 sur les traces d'un petit morceau de contre-culture française malheureusement trop méconnu, le moment où l'auteur et réalisateur Run et l'actrice et autrice Céline Tran ont voulu créer un personnage de tueuse de monstres cross-média en s'inspirant de films d'exploitation et de vidéoclubs dans un délire gore et fun sur la forme, mais aussi extrêmement engagé et pertinent sur le fond, Heartbreaker. Et c'est pour mieux comprendre les spécificités et l'histoire de ce projet un petit peu à part et complètement fou que pendant plus d'un an j'ai enquêté et suis allé à la rencontre de ses auteurs Céline Tran et Run, mais aussi du spécialiste du cinéma de genre Az de la chaîne Az l'épouvantail. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. En 2009, Run entame la production de son premier long métrage Mutafukaz et cet animé produit entre le Japon et la France, qui va mettre plus de 8 ans avant de s'achever, devient un véritable totem qui va guider la création de l'auteur et notamment sa maison d'édition, le label 619. Philosophiquement, on va dire, le premier titre du label 619, c'était Mutafukaz, même s'il n'était pas encore estampillé label 619, mais c'était presque, on va dire, le marquage, quoi, le point de départ. Ce qui inspire Run, c'est une envie, une boulimie même de contre-culture où se mélangent les influences ciné, street art et évidemment BD. Parmi ses références, il y a la très sale gosse maison d'édition Ici Comics, connue pour ses Tales from the Crypt, qui inspireront le film culte Creepshow, mais aussi la série produite par Robert Zemeckis dans les années 90. Et moi je me suis dit, mais il faut qu'on essaye de faire ça en France. Et en plus ça tombait bien parce que le label 619, il en était qu'à ses débuts. Et moi, j'avais besoin aussi de repérer des nouveaux auteurs qui n'avaient parfois jamais fait de bande dessinée. Et je me suis dit, si on faisait des histoires courtes, ça serait quand même un bon moyen, un bon petit laboratoire pour savoir si la personne, déjà, ça lui plaît, parce que souvent, c'était des illustrateurs qui n'avaient jamais fait de BD, et aussi voir comment on pouvait bosser ensemble. Et puis en plus, laisser, on va dire, libre cours aux gens pour qu'ils se fassent plaisir. Sur une trentaine de pages. Et en reprenant un petit peu les thèmes propres à Ici Comics, c'est-à-dire moi ce que j'appelle l'exploitation, c'est-à-dire tout ce qui est de genre, mais vraiment niche, l'horreur, le suspense, les crimes, tu vois, les true crimes, la sexploitation. La sexploitation, c'est un genre à part, et c'est vrai, un petit peu particulier, mais à l'histoire vraiment passionnante, et c'est Az de la chaîne Az l'épouvantail qui nous la raconte. Dans les années 50, l'Occident traverse une période de libération, voire de révolution sexuelle, selon certains auteurs. Cela se manifeste notamment par des changements au niveau de la loi quant à la représentation du sexe, par exemple au cinéma. Aux États-Unis, on différencie à partir de 1957 sexe et obscénité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce changement légal marquera alors le début du courant que l'on nomme sexploitation, dérivant du cinéma d'exploitation bien entendu, et qui verra un tas de producteurs et de réalisateurs profiter de cette nouveauté pour proposer des œuvres largement ponctuées de scènes de nudité. Si la sexploitation en tant que telle est assez largement associée dans l'inconscient collectif aux années 60 et dans une moindre mesure au début des années 70, elle provoqua indirectement la création de tout un tas de nouveaux courants qui virent leurs heures de gloire durant les 70s et une partie des années 80. Les Women in Prison qui se concentrent essentiellement sur des prisons pour femmes dans lesquelles les détenus subissent différents sévices. La Nazisploitation au concept similaire mais qui remplace les prisons par des camps nazis la plupart du temps. La Nunsploitation qui se tient le plus souvent dans des couvents et nous fait suivre les dérives sexuelles de groupes de nonnes, le Rape and Revenge qui met en scène des femmes qui se font violer par des groupes d'hommes et qui décident de se venger et de tous les tailler en pièces, etc. Dans ces films, la sexualité et le corps des femmes sont utilisés pour attiser le voyeurisme du spectateur et souvent, les personnages féminins sont traités de façon sadique et perverse, ce qui est l'unique prétexte à tout un tas d'intrigues qui passent bien souvent au second plan. Ce sont des productions cheap qui vendent un concept très simple et qui écumèrent durant des décennies les salles de cinéma d'exploitation ainsi que, plus largement, les vidéoclubs. Mais l'on trouve parmi elles quelques véritables pépites en termes de mise en scène ou de photographie par exemple, ou des films cultes qui réussirent à hisser leurs personnages au rang d'icônes du cinéma d'exploitation pour devenir à jamais des mythes. Aujourd'hui, si on ne parle plus en tant que tel de sexploitation pour des productions récentes, ce courant n'a évidemment pas disparu et il sort chaque année des œuvres qui se revendiquent de ce courant, qui font office d'héritière d'un mouvement qui marqua tout de même un changement majeur dans la façon de considérer la sexualité et surtout la nudité féminine, pour le meilleur et souvent le pire.
Et effectivement, au-delà de ce pire, et avec les années et contre toute attente, des films comme Faster Pussycat Kill Kill, L'attaque de la femme de 50 pieds, Bikini Bandit ou des actrices comme Toura Satana vont devenir des symboles d'un certain féminisme qui va inspirer et irriguer la création de certains doggy bags. C'est ce que j'ai voulu apporter avec Doggy Bag, c'est-à-dire ce plaisir coupable pur d'un film d'exploitation, on va dire, mais en même temps un sous-texte quand même. Et c'est ce côté un petit peu presque tabou de se dire allez, on y va quand même, mais on le fait intelligemment, on fait pas n'importe quoi. Le message, tu vois, on fait pas juste, c'est pas de la gaudriole, c'est pas de la parodie, c'est de l'hommage. C'est en 2009, alors que Run commence à réunir des équipes d'auteurs et de dessinateurs, qu'il tombe sur une très longue interview de Céline Tran, alors encore connue à ce moment-là comme la plus connue des actrices françaises de films pour adultes, Katsuni. Je la vois chez Ruquier, tu vois. Mais je savais qu'elle existait de toute façon, mais je ne connaissais pas, je n'avais pas sa personnalité en tête. Et là, je la vois chez Ruquier et d'un coup, je vois quelqu'un d'extrêmement structuré, intelligente, fine d'esprit, un peu geek. Je dis putain, mais c'est une personnalité comme ça, j'adorerais bosser. Moi, dans l'idée, sur Doggy Bags, je voulais aussi recruter des personnalités atypiques. Et là, je me dis, là, on a quelqu'un, tu vois. De top, tu vois. Mais à la base, j'imaginais pas quand même faire un projet Doggy Bags avec elle. En effet, l'un des éléments importants pour Run au lancement de Doggy Bag, ce sont les trailers. Ainsi, chaque Doggy Bag est accompagné d'une bande-annonce live qui présente son univers dans un délire visuel évoquant les vieux films d'exploitation cités dans chaque nouveau tome à paraître. Et je me disais juste, ce serait cool qu'elle fasse une petite apparition dans une de ses vidéos, tu vois. Et je la contacte. Je ne connaissais pas Run avant qu'on se rencontre. Alors, c'était une rencontre par mail déjà, puisque à l'époque, j'habitais aux États-Unis. Je me souviens avoir reçu son mail alors qu'il me semble que j'étais à Malibu. C'était plutôt sympa, mais c'était vraiment une période de ma vie où j'étais encore actrice X et je ne connaissais pas Run, je connaissais pas Ankama, ni le label 619 et pas grand-chose de la BD non plus, à vrai dire. On a pas mal échangé par mail. Run a été super pro. Il m'a envoyé plein de BD, justement, de Roubaix jusqu'aux US pour que je puisse avoir un œil sur son travail. J'ai tout de suite senti en lui quelqu'un de passionné. Ça m'a tout de suite interpellée. Et quand on s'est rencontrés, ça s'est fait hyper naturellement parce qu'on avait déjà pas mal échangé. Il y avait déjà une très bonne affinité entre lui et moi. Et d'ailleurs, entre-temps, entre le premier mail et le jour où on s'est rencontrés, notre collaboration a évolué. Elle vient ici, tu vois. Alors, c'était phénoménal. C'est que... Donc, on discute. Je lui montre un petit peu les bureaux. Puis à chaque fois que je me retournais, je voyais un mec avec son téléphone qui se cachait. Tu vois. J'ai dit non, mais mon Dieu, pitié. Donc... Rencontre très naturelle, très spontanée dans les bureaux qui sont super beaux en plus. Bon, Roubaix, on va dire que c'est moins exotique que Malibu, mais les bureaux d'Ankama sont super beaux et voilà, très belle rencontre. Et puis en fait, le courant passe et tout. Puis elle me dit, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien, j'aurais toujours voulu faire du scénar de BD. Et moi, j'aimerais bien faire ça. Je dis, bah vas-y, tente le coup, mais que fait-on? Parce qu'elle voulait pas, faire un sempiternel truc qui la ramène à son ancienne actrice de pornstar. Je dis, ouais, ok, bah écoute, on réfléchit, tu vois. Donc moi, pour moi, c'était déjà exclu qu'on fasse un truc sexy, machin, quoi. Mais quand même, on bosse avec Céline Tran, donc on va pas non plus faire un truc de routier, un truc qui a absolument rien à voir avec son image. Autant j'aimais beaucoup lire, autant la BD, ça faisait pas partie de mon univers, ce qui a fait que finalement, moi, mes références étaient plutôt cinématographiques et c'est dans ces références cinématographiques que j'ai puisé pour écrire. Mais le challenge a été justement d'autant plus stimulant. Alors d'un côté, forcément, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a le côté, je suis pas du tout légitime, mais de toute manière, c'était un travail de collaboration, il n'était pas question que je bosse seule, mais vraiment qu'on puisse échanger et construire quelque chose ensemble, et ça a très bien fonctionné, parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour écrire une BD, en fait, franchement, quand on a la bonne énergie et qu'on a la bonne équipe, tout va bien, et en l'occurrence, lui, il avait son expérience, ses artistes, et moi, je suis arrivée en apportant mon univers, mes références personnelles. Elle m'avait dit, justement, quand on s'était vu la première fois, elle m'avait dit que pour elle, être actrice
ancienne actrice de porno, c'était presque, elle était stigmatisée comme les sorcières de l'époque. C'est-à-dire qu'elle avait la marque du diable, entre guillemets, tu vois. Avec cette idée extrêmement forte en tête, les deux auteurs commencent à creuser l'idée du paranormal et donc du film de genre et donc du film de monstre. Et parmi les nombreuses icônes monstrueuses, le vampire et l'inévitable érotisme que draine l'image de ce buveur de sang au baiser mortel s'imposent très vite. Un sujet d'autant plus judicieux qu'il permet à la création de Céline Tran et Run de s'inscrire dans un genre où la place de la femme a toujours été cruciale. Inutile de vous présenter la figure du vampire au cinéma, vous avez tous et toutes très certainement une centaine d'exemples en tête. Mais justement, le vampire fait souvent office de métaphore pour parler de sexualité. Outre l'acte du vampirisme en lui-même qui peut être associé à tout un tas de pratiques sexuelles, le vampire, et notamment certaines versions du célébrissime Dracula, a souvent été perçu comme un être charmeur, beau physiquement, qui faisait autant succomber ses victimes féminines par son magnétisme et son charme à toute épreuve, que par ses pouvoirs de vampire et ses morsures, provoquant une souffrance souvent proche de l'orgasme. Dans ses œuvres, le vampire est sexy et censé être une sorte de fantasme pour la spectatrice ou la lectrice, autant qu'il est censé effrayé. Mais le vampire sous cette forme est aussi une façon de symboliser la supériorité de l'homme dans les rapports amoureux homme-femme. C'est l'homme qui conquiert la femme, c'est un prédateur, la femme est sa proie et celle-ci succombe littéralement à ses avances et même n'a d'autre choix que de succomber, tant le vampire masculin est parfait et correspond à ses envies, même inconscientes. Et quant aux trop rares femmes vampires à avoir sillonné les écrans de cinéma, si ce ne sont pas simplement des concubines ou des prostituées, ce qui reste dans la même idée, rappelons-nous des films comme Byzantium dans lesquels les femmes n'ont normalement même pas le droit d'être des vampires et sont pour ce crime pourchassés par des vampires masculins, encore une fois, nous restons sur les mêmes rails, en rajoutant l'idée saugrenue que si l'homme, lui, est montré comme cool et puissant lorsqu'il prend sa vie sexuelle en main et l'impose littéralement à ses victimes en tant que vampire, la femme, pour sa part, est souvent désignée comme pécheresse et criminelle lorsqu'elle fait de même. De nouveau, nous sommes dans la métaphore, mais également dans la critique, forcément. Et cela nous amène à la figure emblématique de la sorcière, qui sert un petit peu le même rôle, de façon peut-être plus large encore. Le personnage de la sorcière a souvent été utilisé dans la fiction pour représenter les femmes qui prennent leur indépendance et qui sont persécutées pour cela par les hommes, comme ce fut le cas pour les pauvres soi-disant sorcières à travers l'histoire qui furent jugées dans des parodies de procès. Des femmes intellectuelles qui lisaient, qui ne restaient pas dans l'ombre d'un mari, qui prenaient des décisions, qui vivaient seules, voire pire encore, qui avaient une vie sexuelle comble du péché. Il n'est donc en aucun cas surprenant que les sorcières que l'on peut suivre à travers la fiction servent très souvent de métaphores féministes et véhiculent des messages forts à ce sujet. La sorcière est puissante, crainte, vit en dehors de la société désignée comme patriarcale. C'est le cauchemar des personnages fictifs et masculins qui rêvent que la hiérarchie sociétale, qui place la femme en dessous de l'homme, perdure, ainsi que celui de certains spectateurs. La sorcière dénonce, critique, voire même punit, et ce dans tous les arts qui l'ont à un moment ou l'autre mis en scène. Et si son image évolue en fonction de l'époque, se modernise, elle garde toujours ses dimension féministe, comme nous avons pu le voir dernièrement dans des œuvres telles que le remake de Suspiria ou Gretel et Hansel. Et globalement, ce que l'on peut retenir des sorcières aperçues dans des films d'horreur récents, c'est que leur aura féministe est peut-être plus présente encore, utilisée de façon plus consciente, et sert des discours plus forts et plus clairs, mis en avant par une intrigue qui va dans le même sens. Nul doute que cela fait écho à des combats actuels comme MeToo. Bref, la sorcière continuera d'évoluer parallèlement au combat féministe pour notre plus grand plaisir. Et quand on est parti dans la thématique du vampire, alors là, forcément, j'ai mes propres références comme il y a Dracula, Entretien avec un vampire, voilà, des films comme ça qui me sont tout de suite venus à l'esprit. L'autre matière, en tout cas, ça a été mon expérience en tant qu'actrice, puisque le récit prend justement ses racines dans le milieu du X à Los Angeles. Donc voilà, en fait, je me suis conformée à l'esprit de la collection Doggy Bags, qui reste dans quelque chose de très efficace, parce que les récits sont courts quand même, très violents, avec du sexe, mais il fallait du sens là-dedans. Il ne fallait pas juste qu'on sorte une histoire juste pour dire de faire quelque chose ensemble. Ça aurait été trop facile. Ron n'est pas comme ça en plus. C'est quelqu'un de très pointu. Et moi aussi, j'avais besoin de m'associer à quelque chose dans lequel je pouvais me retrouver. En l'occurrence, comme le personnage principal est inspiré de mes traits, c'était encore plus logique de se nourrir de mon passé dans le X. Sans dire bon, méchant ou quoi que ce soit, tu vois, juste essayer de trouver un système qui aurait du sens par rapport à sa carrière, tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à créer, à poser les premières lignes, et puis au fur et à mesure à étoffer le personnage de Heartbreaker, etc. C'est-à-dire une vampire qui combat les vampires par forme. C'est un petit peu dans
dans le cinéma d'exploitation, il y a un sous-genre qui s'appelle le Rape and Revenge. Et en gros, c'est un petit peu un Rape and Revenge chez les vampires. Le Rape and Revenge, c'est encore une fois un sous-genre extrêmement spécifique et c'est évidemment Az qui en parle le mieux. Nous avons déjà cité le Rape and Revenge un petit peu plus tôt, mais ce sous-genre mérite qu'on en parle un peu plus, tant il est particulier. Il s'agit quand même d'œuvres dans lesquelles nous assistons à un viol, souvent extrêmement brutal, même si nous sommes d'accord que c'est un peu un pléonasme, puis à la vengeance de la victime ou de ses proches envers les agresseurs. Avant que le sous-genre ne naisse véritablement, nous avions déjà quelques films de ce type qui furent affublés de l'étiquette de Rape and Revenge rétrospectivement, avec de véritables ambitions artistique et dont le meilleur exemple est probablement La Source du légendaire Ingmar Bergman, qui était loin de tomber dans les travers de l'exploitation à la sauce Rape and Revenge. Et si d'autres grands réals ont touché à l'exercice, chacun à sa façon, comme Sam Peckinpah ou Wes Craven, lorsque le genre est devenu assez vaste pour être nommé, nous sommes tombés dans de la pure exploitation. À partir de I Spit on Your Grave de Meir Zarchi, le concept fut exploité dans sa forme narrative la plus simple et basique, que l'on peut donc résumer par la formule viol plus vengeance et uniquement par ça, et qui avait donc pour principale qualité de proposer les scènes les plus violentes et choquantes possibles. Désormais, les films s'attardent énormément sur les scènes de viol qui vont parfois jusqu'à durer un tiers du long métrage, pour déranger le plus possible le spectateur ou exciter les plus pervers et glauques d'entre nous. Puis, les vengeances, elles aussi, sont de plus en plus gore, ça devient juste de la surenchère de violence et de scènes qui se veulent les plus dures possibles. Toujours est-il que certains de ces films cherchent à véhiculer certains messages, appuyer ou critiquer certains discours que leur structure narrative discutable peut véhiculer, et surtout, proposer certaines scènes ambitieuses ou abouties en termes de mise en scène et qui parviennent même à être assez jouissives dans leur utilisation de la violence. Et pour finir sur une bonne note, certains personnages féminins de Rape and Revenge ont fini par elles aussi devenir de véritables icônes du cinéma de genre, ce qui n'était pas forcément bien parti étant donné le concept même de ces films et la façon qu'ils avaient de malmener l'image de la femme. Jennifer Hills, on parle de toi. C'est avec toutes ces références en tête, et évidemment toutes celles évoquées précédemment, que les deux auteurs se lancent et livrent quelques mois plus tard le scénario de Heartbreaker. L'histoire de Heartbreaker, c'est l'histoire d'une jeune femme qui ressemble d'ailleurs pas mal à Céline Tran, qui pense suivre son petit ami sur un tournage de film pour adultes et qui finit dévorée par une meute de vampires. Elle-même transformée à son tour en vampire après cette agression, décide de traquer ses pairs pour le plaisir de la chasse. Dans la forme, Heartbreaker, c'est un pur plaisir bourrin mettant en scène une héroïne ultra badass. Et dans le fond, c'est une métaphore sensible et quelque peu désabusée des mécaniques du milieu du X. On est parti vers une image du dandy ou de la femme ténébreuse, un peu comme Eva Green. En fait, on a un peu cette image, ce type de personnage en tête, ténébreux, qui fascine, qui attire, qui dégage un fort charisme et souvent quelque chose une énergie très sexuelle et qui en même temps effraie et qui met en danger. Et si on côtoie cette personne, on risque finalement de se perdre, d'être addict jusqu'à en mourir. Et l'actrice porno, je trouve, réunit bien ces caractéristiques. Elle suscite forcément de la curiosité, mais elle va autant attirer qu'effrayer et être crainte. Enfin voilà, on va vouloir l'approcher, mais en même temps, c'est quelque chose c'est un statut qui fait flipper. Et puis il y a ce rapport à l'ombre, le côté on règne mieux dans la pénombre en étant quelqu'un d'autre que en étant soi-même dans la lumière, où finalement on est plus vulnérable. Et c'est vrai que les actrices porno là-dessus aussi sont des personnes hyper fragiles. Il y a un côté très puissant dans ce qu'elles dégagent en termes de fantasmes, mais humainement, ce sont souvent des femmes très fragiles. Moi, au début, je la voyais plus comme le Punisher, pour tout dire. Pour moi, c'était... à la limite, t'imagines Punisher en fille, et c'était ça pour moi, Heartbreaker. C'est-à-dire une tenue noire, des gants blancs, tu vois, un gros crâne. Bon, tu vois, c'est l'idée que j'en avais. Et je me dis, il faut qu'on trouve quelque chose d'aussi fort que le crâne blanc, tu vois. Et pour moi, la base, c'était une croix blanche. L'idée, c'était de dire, comme les vampires sont sensibles à ce symbole. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les mecs n'étaient pas déguisés comme ça, les chasseurs de vampires. Tu vois, il n'y a pas besoin de faire va de rétro et tout. T'imagines, ils arrivent avec leur tenue, ils ont déjà une grosse croix directe. Les vampires, ils savent déjà plus regarder, tu vois. Donc je me disais, ça peut être intéressant de faire ça. Or, elle n'était pas à l'aise avec le symbole, tu vois, avec parce que moi, je vois la croix, dans l'univers du vampire, à la limite, je fais même plus trop attention au côté, on va peut-être offenser des croyants, tu vois. Elle était très... elle me dit, ouais, mais ça va offenser des gens, moi, j'ai pas envie, tu vois, c'était pas son délire. Donc, je dis, ah, merde, bon, c'est con, je trouvais l'idée bonne, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis à un moment donné, elle arrive avec la tenue, tu vois, elle a dit, ah bon, moi j'ai cette tenue-là, je la trouve top cool. Alors je dis, ouais, mais là on repart dans un truc sexualisé, tu vois. Puis après je me dis, bon après tout, si elle l'assume, moi ça me va quoi. Donc je me suis dit, bah ok, on part là-dessus pour le personnage. Elle kiffe les trucs arts martiaux, katana et tout, bah vas-y, c'est parti, on part là-dessus aussi. L'univers de Heartbreaker explose et devient même un énorme projet sur lequel Run mise beaucoup. Et le simple trailer de 2 minutes habituel devient carrément tout un court-métrage de 20 minutes citant différentes époques et différents genres de films d'exploitation dans lequel Céline Tran, qui à cette époque-là rêve également de devenir une action star, fait la démonstration de toutes ses capacités martiales. C'est pour ça que ce projet, il a été hyper important pour moi, celui-là et puis le Visiteur du futur dont on parlera. Mais c'est fou en fait, ça a fait un effet domino. Quand Heartbreaker allait paraître, entre-temps, je n'habitais plus Malibu, j'étais rentrée à Paris. Bah oui, le rêve américain était terminé, mais j'étais très contente de rentrer en France de toute manière. Et Run, donc, qui au départ m'avait initialement contacté pour faire un clip promotionnel, est resté sur cette idée de faire un clip promotionnel qui s'est transformé finalement en court-métrage, un peu comme une fausse bande-annonce. Et alors là, je me suis dit, mais c'est génial, c'est une super opportunité pour moi réaliser un rêve de gosse, à savoir d'incarner une guerrière, d'être enfin devant la caméra avec des fringues, même si c'était sexy, mais voilà, d'être beaucoup plus rattachée à quelque chose qui me ressemblait davantage. Il se trouve qu'au moment où on prépare Heartbreaker, en fait, je commence tout juste à prendre des cours de combat scénique à Paris. Avec un cascadeur qui s'appelle Kefi Abri, qui rencontrait sur le tournage du Visiteur du futur. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend à faire des combats pour la caméra. Donc voilà, là, le projet Heartbreaker devient d'un seul coup le projet qui me donne une vraie motivation, enfin une motivation supplémentaire qui donne du sens pour m'entraîner. Donc, je dis à Run, écoute, moi, je m'occupe de cette partie-là, toi, tu t'occupes de la prod. Je réunis une équipe de cascadeurs autour de moi. Et ça donne ce que ça a donné dans le clip, c'est génial. Et en même temps, à la fin du tournage, moi, je me retrouve super frustrée parce que, en fait, on a tourné que la moitié de ce qu'on avait répété. Et je suis trop dégoûtée. Et je ne sais pas à cette époque que c'est normal, que lorsqu'en fait on prépare quelque chose pour un tournage, contrairement à un film X, et finalement très peu de ce qu'on avait préparé va être exploité. Et voilà, donc je me sens pas bien vis-à-vis de ça. J'en parle aux cascadeurs et spontanément ils me disent mais écoute, continue de t'entraîner avec nous. Et on fera d'autres projets. Du coup, Heartbreaker, en plus de devenir un projet potentiellement cross-média, ce qui est d'ailleurs l'une des spécialités de Ankama, la maison d'édition à laquelle le label 619 de Run est encore associé à l'époque, devient aussi la bande démo d'une Céline Tran qui va dès lors enchaîner les projets et les films de ce genre comme Métal Hurlant ou encore Le Visiteur du futur sur lequel elle revient plus en détail dans cette vidéo dont je mets le lien ici et évidemment dans la description, avant de voir sa carrière s'arrêter net après une blessure sur le tournage d'une série B tournée au Vietnam, Jailbreak. Même s'il fonctionne bien au moment de son lancement, le projet Heartbreaker n'est pas forcément très bien compris par le public et après un deuxième tome, la série s'arrête. Là où ça a été contre-productif, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé qu'on voulait en faire une série. Donc, qui ont vu le truc non plus comme le trailer d'une bande dessinée, mais plus comme un trailer d'une vraie série. Tu vois, et des fois, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais ça a été vu 1000 fois, votre truc, on s'en fout, machin et tout. » Bon, il y a des gens qui étaient stupéfaits, qui étaient ébahis de voir Céline Tran faire de l'action, tu vois, manier du katana et puis tirer au flingue et tout, donc ça c'était génial, mais il y a des gens qui ont compris qu'on voulait faire peut-être même un film et tout, et tu vois, je me dis, ouais là, on est peut-être passé à côté du message, parce qu'au final, c'était peut-être trop ambitieux pour une BD. Même si aujourd'hui, la collection Doggy Bag se poursuit enchaînant les propositions d'univers et les tours de force, c'est après le tournage compliqué de ce court-métrage que Run arrêtera le système des trailers Doggy Bag. On va se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux, à savoir les BD. Mais je regrette un peu ce temps-là quand même, je t'avoue. Ouais, nostalgie. Bah ouais, et puis on essayait, puis on se disait vas-y, on tente le coup et tout. Il y avait quand même un côté cool, un petit peu amateur qui me plaisait bien, quoi. Par la suite, Céline Tran, elle, poursuivra sa carrière dans la bande dessinée en devenant directrice de collection chez Glénat, mais s'éloignera quelque peu de l'écriture. Les projets qui auraient pu changer la phase de la production en France en proposant une identité dite geek plus marquée sont nombreux.
Mais peu ont osé, comme Heartbreaker, aller jusqu'au bout du concept en proposant une image et un discours à ce point sans concession. On ne peut évidemment que regretter cet énième rendez-vous manqué, même si finalement tout espoir n'est peut-être pas perdu, puisque Run et Céline Tran rêvent toujours en secret d'un retour de la tueuse de vampires française. Moi, je suis sûr, demain, j'accompagnerai, je dis, vas-y, on repart sur Heartbreaker. Elle dirait oui à fond, mais moi, j'ai besoin qu'elle soit focus dessus. C'est un projet que j'adore. Et puis, de toute manière, Run restera toujours, en quelque sorte, mon initiateur dans la bande dessinée. Et on n'oublie pas sa première fois. Et même si aujourd'hui, je bosse ailleurs, pour moi, Run et Heartbreaker, ça reste mes débuts et je lui serai toujours reconnaissante pour ça. Et si vous aussi vous rêvez d'un retour de Heartbreaker, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à aller voir et revoir le boulot exceptionnel abattu par Az sur sa chaîne où il décrypte et défend le cinéma de genre avec talent. Et je le remercie encore une fois grandement pour son aide sur ce sujet un petit peu somme qu'était l'univers de Heartbreaker. D'ici là, et comme d'habitude, je vous dis à tous un très grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.